J'ai déclaré qu'il ne s'agissait pas d'une frappe nucléaire il y a seulement une semaine. Techniquement, j'avais raison. Mais nous avons découvert que la frappe est la cause de la fuite radioactive dans la région. Poutine pourrait ne pas survivre pour assister à ce qui semble être Tchernobyl 20 en Russie. Les dossiers médicaux de Poutine ont récemment été compromis par des pirates informatiques et les données indiquent des tendances inquiétantes pour l'autocrate russe. Que se passerait-il alors si la Russie connaissait un autre accident nucléaire? Examinons comment nous en sommes arrivés là. Cette notification urgente a été transmise au public par l'état-major russe hier seulement. Les installations de stockage des armes nucléaires ont été endommagées lorsque des drones hostiles ont attaqué une unité militaire dans la ville d'Angels, dans la région de Saratov. Ils émettent des radiations. Il est conseillé à tout le personnel militaire de ne pas se rendre dans la région de Saratov ou ses environs. La population russe, en particulier ceux qui se souviennent encore de la tragédie de Tchernobyl sous l'Union soviétique, a certainement été alarmée par cette déclaration. Maintenant, je veux clarifier cela avant que quelqu'un ne blâme les Ukrainiens dans la section des commentaires ci-dessous. Le fait que la Russie ait conservé des armes nucléaires dans une base aérienne était inconnu des Ukrainiens. De plus, cela soulève une question intrigante. Quelle est la raison du stockage d'armes nucléaires par la Russie près de la frontière ukrainienne? Que préparait la Russie? Prenons un peu de recul et examinons l'ensemble du récit. Tout a commencé le 20 mars, lorsque des drones ukrainiens ont attaqué pour la troisième fois en 10 semaines l'installation de bombardiers de l'armée de l'air russe Engels. Selon Euromaidan Press, des bombardiers Tu-160 sont stationnés dans cette base. Ces appareils utilisent des missiles de croisière Kh-55, Kh-555 et Kh-101 pour lancer des frappes contre le territoire ukrainien. La Russie effectue ces frappes 1 ou 2 fois par mois. En outre, des centaines de drones d'attaque à usage unique et 12 missiles sont utilisés à chaque frappe. Étant donné que le site comptait environ 101 missiles stockés le 20 mars, il semble que la Russie ait l'intention d'augmenter la fréquence de ses attaques dans les mois à venir. Cela représente 2 mois de production de l'usine de munitions gérée par le bureau d'études RG-1 situé près de Moscou. Cependant, selon l'état-major ukrainien, l'attaque ukrainienne a détruit plus de 96 missiles de croisière Kh-101, certaines des plus grandes armes russes pour frapper les villes ukrainiennes. C'est une mauvaise nouvelle pour Poutine. L'économie de guerre russe a été gravement endommagée par cela. Et cela n'inclut même pas les dommages supplémentaires causés à l'équipement, aux infrastructures et au stockage de carburant de la base. On pense également que la base aérienne abritait de nombreux avions russes, tels que les bombardiers stratégiques Tu et Tu-160. L'attaque ukrainienne a entraîné la destruction de nombreux de ces avions. L'attaque a peut-être gravement endommagé le stock de munitions russes, selon des recherches satellitaires ultérieures. On pouvait réellement ressentir l'impact de la frappe ukrainienne et l'explosion qui a suivi à une grande distance. Vous pouvez voir les dégâts dans cette vidéo, qui a été prise dans un village russe situé à environ 6 km de la base. Comme la Russie admet rarement avoir subi des frappes sur ses installations militaires pendant la guerre, des séquences comme celle-ci montrent clairement pourquoi le pays a dû proclamer l'état d'urgence à la suite de cet incident. En règle générale, les autorités tentent de minimiser les dégâts ou de dissimuler les incidents. Par conséquent, la proclamation de l'état d'urgence souligne la gravité des dégâts causés par cette frappe ukrainienne. Tout cela a incité le gouverneur de la région à déclarer cette frappe. Je cite, « la plus grande attaque de drones à ce jour dans le conflit ». Bien que l'attaque des drones ait été assez massive, les explosions secondaires qui se sont produites après que les drones aient frappé un entrepôt de munitions ont rendu le boom encore plus important. Il s'agit peut-être d'une légère déformation. La quantité exacte de radiation émise dans la région nous est encore inconnue. Personne ne veut d'un Tchernobyl 2.0. C'est pourquoi les autorités fourniront peut-être bientôt des informations supplémentaires au public. Veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement ci-dessous afin que nous puissions vous tenir informés lorsque nous en saurons plus. Continuons. Zelensky a récemment critiqué Poutine pour son âge avancé. Poutine n'a plus beaucoup d'années à vivre, a déclaré Zelensky à la télévision nationale. C'est ce que Poutine craint. Perdre son pouvoir est la deuxième chose qu'il craint. Outre son âge, cela dépend également de la stabilité de la société. Il va mourir. Quand cela deviendra réalité, et tout sera il finit. En d'autres termes, il peut terminer son enquête avant de mettre fin à son existence historique, totalement sûre et stérile, et cela le terrifie. Cependant, en raison de l'isolement politique qui existait à l'époque, il était impossible d'isoler complètement Poutine, c'est à dire de l'isoler d'un point de vue politique. Avec tout le respect que je lui dois, je pense que le Sud global ne l'a pas isolé, mais qu'il est resté en contact avec lui. Zelensky a dit ces choses peu après que Poutine a violé le cessez-le-feu sur lequel lui et le président Trump s'étaient mis d'accord.
Comme beaucoup d'autres, j'ai simplement supposé qu'il faisait référence à l'état de santé antérieur de Poutine. Après tout, dans un pays où l'espérance de vie moyenne n'est que de 67 ans, Vladimir Poutine a 72 ans, espérons que son heure viendra bientôt. Cependant, après avoir enquêté davantage, j'ai découvert que cette remarque portait en fait sur les problèmes de santé de Poutine plutôt que sur son âge avancé. Comme vous pouvez le voir, des pirates informatiques ont récemment accédé à un ordinateur très important en Russie. Les pirates ont eu un accès complet aux données ADN que Poutine avait stockées sur cet ordinateur. En fait, c'est la première fois que son ADN est rendu public. Car Poutine a jusqu'à présent pris grand soin de dissimuler au public ses informations de santé et son ADN. Les précautions énormes qu'il a prises pour s'assurer que personne n'y ait accès ont récemment été rendues publiques par un article. Ces gardes d'élite ont la désagréable responsabilité de ramasser ses excréments lorsqu'il est à l'étranger et de les stocker dans un sac qui est renvoyé en Russie. Il agit ainsi pour empêcher les autorités étrangères d'apprendre ses éventuels problèmes de santé. Les échantillons d'urine et de sel contiennent en effet de nombreuses informations sur la santé, tant sur les troubles physiques que mentaux, et c'est pour cette raison que Poutine a toujours une toilette portable avec lui. Cependant, le site de médias ukrainien TSN a récemment révélé que les pirates informatiques avaient accédé à ces données génétiques en s'introduisant dans l'ordinateur de Mikhail Poutine. Son cousin, TSN affirme que, comme les finances de Mikhail se sont considérablement améliorées depuis que Poutine a pris le pouvoir en tant que dictateur de la Russie, il semble être le parent préféré de Poutine. Mikhail, qui est actuellement vice-président de Gazprom, était psychiatre avant l'arrivée au pouvoir de Poutine. Ils sont manifestement proches, mais ce lien va au-delà de leurs relations physiques et se reflète dans leur ADN. Les arrière-grands-parents de Mikhail Poutine sont les grands-parents de Vladimir Poutine. Cela indique que leurs ADN ont beaucoup en commun, ce qui peut fournir des informations précieuses sur la maladie que Poutine a contractée de sa famille. L'examen de TSN a révélé qu'ils ont découvert une partie des données ADN décodées qu'ils ont acquises qui étaient marquées par des anomalies génétiques préoccupantes, notamment la paranoïa. En fait, plusieurs des choses que Poutine a faites depuis son arrivée au pouvoir le confirment. Prenons l'exemple de la Covid. Parce que Poutine était tout simplement trop paranoïaque pendant l'épidémie. Nous avons appris en 2020 qu'il avait construit un tunnel de décontamination spécial dans son palais que tous les invités devaient traverser. Cependant, ce n'est que le début de sa paranoïa. Comme vous le savez tous, la Russie est un grand pays, notamment en termes de superficie, mais Poutine déteste prendre l'avion. Demandez à Poutine pourquoi il pense que voler en Russie est tout simplement dangereux. Il a donc construit un train présidentiel unique qu'il utilise chaque fois qu'il voyage à travers le pays. Cependant, il semble que Poutine, paranoïaque, ne se sentait pas assez en sécurité dans cette situation non plus. Il a donc fait construire des gares dans chacun de ses palais. De cette façon, il évite de devoir quitter son domicile pour prendre le train, sauf en cas d'absolue nécessité. Je suppose que ce serait un euphémisme de dire que Poutine est paranoïaque, mais les résultats de l'ADN montrent également d'autres choses. Poutine semble également présenter un risque génétique important de contracture de Dupin-30. Les images du Kremlin confirment que cette maladie entraîne essentiellement des anomalies des mains. Il est intéressant de noter que Poutine semble souvent trembler devant les caméras, ce qui a suscité de nombreuses discussions sur la question de savoir s'il souffre d'une maladie. Le Kremlin ne voulait tout simplement pas révéler sa vraie main au monde, c'est pourquoi nous le voyons agripper une table ou parfois simplement utiliser une main artificielle. Il y a peut-être une composante héréditaire à cela, mais les résultats de l'ADN n'ont pas été concluants puisque les soldats russes continuent de périr sur le champ de bataille tant que le dirigeant russe est en vie. Nous ne pouvons qu'espérer que son temps est compté. Nous avons reçu une nouvelle terrifiante il y a peu. Comme elle montre des gens qui se suicident, je ne peux pas vous montrer ce film, bien sûr, mais voici le rapport. 8 soldats russes se sont suicidés ces derniers jours à la suite d'attaques ratées dans le Donbass. L'un d'entre eux a été touché à la tête par l'explosion d'une grenade, 6 autres ont été blessés à la tête et un autre au thorax. Naturellement, c'est exactement ce que les drones ukrainiens ont filmé. Il est évident que de nombreux autres soldats russes sont en train de décider de mettre fin à leur jour, soit parce qu'ils ne souhaitent pas prolonger le conflit, soit parce qu'ils ont subi trop de blessures en exécutant l'attaque en masse qui a fait la renommée de l'armée russe. Il est essentiel de garder à l'esprit que beaucoup de ces soldats sont des jeunes, âgés de 18 à 20 ans, qui rejoignent les lignes de front dans le but de subvenir aux besoins de leur famille. Pour beaucoup de ces nouvelles recrues, la Russie offre une prime d'enrôlement d'environ 40 000 $, une solde mensuelle de 2 000 $, une prime de 30 000 $ en cas de blessure au combat et 70 000 $ à leur famille en cas de décès sur le front. Comme beaucoup d'entre vous le savent, un grand nombre de ces soldats viennent de régions pauvres de Russie où ils n'ont pas beaucoup de possibilités économiques d'améliorer leur vie et de subvenir aux besoins de leur famille. C'est un autre facteur crucial à garder à l'esprit. Ils sont donc prêts à s'enrôler dans l'armée, surtout compte tenu de l'énorme compensation.
En conséquence, ils essaient essentiellement de gagner leur vie, tandis que Poutine les utilise comme matière première pour la stratégie de la vague de chair de son armée. En outre, la corruption sur les lignes de front est encore plus répandue que dans les entreprises russes. Cette vidéo, dans laquelle un soldat russe de 18 ans raconte comment les commandants russes extorquent de l'argent à leurs propres soldats s'ils choisissent de ne pas participer à l'assaut, en est un excellent exemple. En substance, c'est une marche vers le suicide. Alors que l'armée russe se débat avec cette conscription et supplie les soldats nord-coréens, Poutine affirme qu'il a l'intention de renverser le gouvernement ukrainien. Il exhorte le gouvernement à rester illégitime et suggère que le peuple ukrainien pourrait bénéficier davantage d'un gouvernement dirigé par l'ONU. En fait, je pense que c'est un très bon concept. Nous devrions avoir plus d'administrations dirigées par l'ONU. Cependant, nous devrions peut-être nous concentrer sur une nation dont le dirigeant occupe ce poste depuis 25 ans plutôt que sur l'Ukraine. Parce que, à mon avis, ce n'est pas vraiment une démocratie. Qu'en pensez-vous, Poutine? Quoi qu'il en soit, voici la vidéo. La déclaration qu'il a faite est la suivante. Pour cette raison, nous soutenons une résolution pacifique de ce problème qui s'attaque aux raisons sous-jacentes de la situation actuelle. Pour l'histoire, à long terme, nous devons garantir la sécurité de la Russie sans condition. Nous saluerons toute action visant à résoudre cette tâche et nous collaborerons avec tous les partenaires qui partagent cet objectif. La République populaire de Chine, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, tous les pays du BRIC et bien d'autres encore sont inclus dans cette liste, en plus des États-Unis. Par exemple, nous sommes prêts à collaborer avec toute l'Europe, y compris la République populaire démocratique de Corée. Pour dire les choses simplement, ils agissent de manière erratique, essaient de nous tromper et nous mènent par le bout du nez tout le temps. Dans l'ensemble, cependant, il y a là un problème qui est discuté, bien que de manière superficielle. Et j'en parle aussi, de quoi s'agit-il ? Il s'agit du fait que le pays a été fortement influencé depuis la chute de l'URSS en Ukraine dans les années 780, parce que les Ukrainiens eux-mêmes appellent les nazis nationalistes et ceux qui ont des convictions néo-nazis. Qu'est-ce que cela entraîne? Cela entraîne le fait que les autorités civiles ne sont plus légitimes, du moins selon la Constitution. Après tout, il n'y a pas eu d'élection. Quelles pourraient être les conséquences? La réalité est qu'ils détiennent le pouvoir. Étant donné que d'autres dirigeants pourraient être élus demain et demander qui a signé quoi, cela implique en outre que l'on ne sait pas encore avec qui signer les documents et de quelle autorité juridique ils disposent. Au revoir. On ne sait pas. Cependant, ce n'est même pas le but. L'important est que ces groupes néo-nazis, comme Azov, commencent essentiellement à contrôler la nation. Dans ces situations, la question de savoir comment négocier se pose. La pratique internationale suit en effet une voie bien connue dans ces situations. Il y a eu de multiples cas de ce que l'on appelle la gestion externe, une administration temporaire, dans le cadre des opérations de maintien de la paix de l'ONU. Une administration temporaire connue sous le nom de gestion externe s'est produite à de multiples reprises. Discuter de la perspective d'un contrôle intérimaire serait envisageable sous les auspices de l'ONU, avec les États-Unis, voire avec les nations européennes, et bien sûr avec nos alliés et partenaires. Et pourquoi ? Pour organiser des élections démocratiques, mettre en place un gouvernement compétent auquel le peuple fait confiance, puis entamer des pourparlers de paix, négocier un traité de paix, signer des documents juridiques qui seront acceptés dans le monde entier et être stables et fiables. Heureusement, dès que Poutine a dit cela, les États-Unis ont réagi vivement et même l'ONU a convenu que c'était une mauvaise idée. L'ONU n'a pas l'intention de prendre le contrôle du gouvernement ukrainien, qui est une démocratie très forte. Compte tenu de ce que le laquais russe Dmitri Medvedev a dit, il est évident que la Russie n'était pas satisfaite de ces remarques. L'Ukraine a un véritable gouvernement. Il était clair qu'il doit être respecté. Malheureusement, c'est une double déception, a fait remarquer le secrétaire général de l'ONU. Ce n'est pas un besoin valable. Il ne mérite pas le respect. Il croit que sa nation disparaît et que son peuple meurt. Étant donné que plus de Russes meurent que de soldats ukrainiens défendant leur pays, je suppose que si c'était une condition pour avoir une administration de l'ONU dans le pays, la Russie serait bien en avance sur l'Ukraine.